Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cadre totalement incroyable. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Brian, ou plutôt lui, il nous accueille aujourd'hui. On est chez Brian aujourd'hui. On a décidé que ce cadre, avec cette petite cheminée, ce petit feu, serait un cadre parfait pour parler de l'année 2022, qui au final n'était pas terrible pour les NFT et le marché crypto en général, que dis-je, le marché financier en général. On a eu beaucoup de rebondissements et on s'est dit que ce serait bien de revenir sur les points majeurs. Ce serait bien de voir un peu les moments qui étaient remarquables malgré ce contexte qui était assez terrible. Et puis, voilà, bienvenue sur Hawk Invest. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous venez sur les autres réseaux, je fais ça avant parce que généralement on le fait à la fin, sachant que la plupart des gens ne restent pas jusqu'à la fin. Faites-nous un plaisir, soutenez-nous. Tout le contenu est gratuit. On fait tout ça pour vous. Merci à tous et commençons. There could be a bubble. NFT sales topping $4 billion. I got this little miniature donkey with a lit up sombrero. N'est-ce pas? Notre toute petite discussion au coin du feu. Hein. Alors, pour commencer, je vais te donner quelques chiffres qui nous proviennent de ZBlock Research, D'accord. qui est un média qui est assez incroyable, qui fait la recherche, qui donne des données géniales sur tout ce qui se passe au niveau de la blockchain, au niveau des NFT, au niveau de la DeFi, qui vont vraiment aller chercher plus loin. Et donc, pour commencer, quelques données sur le volume, des petits chiffres. Donc, au mois de janvier, on passe de 5,6 milliards de dollars à 154 millions seulement au mois de décembre de 2022. Donc, on voit qu'il y a une très grosse baisse. On voit que les gens perdent intérêt au final et décident de ne pas investir autant, de ne pas spéculer autant. Surtout que, autant on parle de la crypto qui est considérée comme un actif à risque, autant les NFT, c'est rajouter encore un layer de plus de risque sur ce marché. Donc, on voit que le déclin commence surtout au mois d'avril. Et donc, le mois d'avril, on a 4,3 milliards de dollars de volume sur le marché des NFT. Au mois de mai, on passe à 1,5 milliard. 1,5 milliard, donc on divise par 3 carrément sur le marché des NFT. Et puis, on se rend compte aussi que malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, l'Ethereum reste le roi. On a déjà parlé de ça justement avant, que l'Ethereum, ce n'est pas la meilleure des blockchains pour commencer. Mais toi, tu suis notamment Tezos, tu suis les autres blockchains. Avec ce déclin-là, est-ce que tu avais également un déclin chez les artistes, peut-être un déclin d'aller moins sur les blockchains comme Tezos, comme Solana, et plus se focaliser sur Ethereum, parce que c'était la seule qui fonctionnait, entre guillemets. Est-ce que tu as vu ce manque d'intérêt pour les autres blockchains qu'on aurait pu avoir avant ? Ce que j'ai pu voir, moi, c'est des artistes qui allaient de plus en plus de ces blockchains-là vers Ether et qui finalement développaient une notion un peu cross-chain. C'est vrai que de toute façon, de base, il n'y a jamais eu beaucoup de conversions de gens qui étaient sur Ether de base à aller vers Solana et Tezos, etc. Ça a toujours été plus dans l'autre sens. Parce que je pense que c'est des questions d'audience et de communauté, et que comme ça reste des blockchains un peu plus niches, Solana et Tezos, c'est un bon endroit pour commencer à se faire connaître, puisque y a un petit peu moins de compétition aussi, et tu permets de toucher aussi à des points de prix qui sont un peu différents. Une fois que tes carrières a évolué, ça fait sens d'aller sur Ether. Donc ça, c'est une tendance qui, je pense, a toujours été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins d'artistes qui viennent dans cette blockchain en termes de proportion? Je ne sais pas, parce que toi, tu parlais des chiffres de valeur, c'est hyper intéressant. C'est une statistique. Moi, j'en ai une autre qui est assez intéressante, qui était justement sur le niveau de wallet actif quotidiennement, et c'était sur Ether, qui montrait que, certes, il y avait moins de croissance par rapport à ce qui était en 2020-2021, mais en 2022, ça n'a pas baissé, ça s'est stabilisé aux alentours des 50 000 wallets actifs journaliers sur la NFT, qui montre qu'il y a quand même des gens qui peut-être dépensent moins, mais il y a toujours autant de gens qui sont dans l'espace. Ce qui ferait un peu contre la logique, on va dire, de bérésina complète du marché des cryptos, où tout se casserait la gueule, mais aussi où tout le monde se barrerait en fait de cet endroit. Donc je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ouais, il y a des choses qui se sont cassées la gueule, mais il y a tout autant de gens qu'avant qui s'intéressent et qui sont impliqués dans le marché des NFT sur toutes les blockchains. C'est un point assez intéressant et je rebondis là-dessus, juste une toute petite parenthèse, c'est que ce bear market-là, on voit que les gens restent intéressés par le milieu des cryptos. Autant en 2018, on voyait les gens qui partaient complètement, ils laissaient ça de côté, ils disaient bon, c'est pas pour moi, trop volatile, trop de risques, je ne veux pas toucher à ça. Autant actuellement,
On voit que les médias sont présents, on voit qu'il y a quand même de l'interaction sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a quand même des projets qui continuent à se créer, on voit du développement au niveau des blockchains, des recrutements. Donc en fait, je pense que les deux sont intrinsèquement liés et que peut-être qu'on a eu une baisse de volume, comme tu dis, parce qu'il y a moins de gens qui achètent ou qui spéculent, mais il y a des gens qui sont actifs, qui restent actifs dans cet écosystème. On pourrait parler d'hiver assez doux. Alors, est-ce que c'est une conséquence du réchauffement climatique? Je ne sais pas, mais fondamentalement, peut-être que, et ça tu le sauras mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un rétrécissement de la durée des cycles aujourd'hui et que les cycles de bear et de bull sont plus récurrents et se réduisent peut-être dans la longueur du temps. Alors, je dis ça sous couvert, je ne sais pas si il y a une réalité. j'ai un avis assez tranché et qui ne va pas forcément dans le sens de la communauté crypto aujourd'hui. D'accord, Donc ok. il y a beaucoup de gens qui disent que les cycles sont de plus en plus courts, que ça va de plus en plus vite pour reprendre. Ouais, Je ne suis pas forcément du même avis par rapport au contexte macroéconomique. ok. Donc en fait, si on prend le contexte macroéconomique en compte, bah, en fait, il n'y a rien qui a changé. Pour moi, on est loin d'avoir sorti du trou. Sachant que cette vidéo est enregistrée au mois de janvier, le mois de janvier qui était très favorable pour les cryptos. Je ne sais pas si ça va durer. Au-delà de la réalité, tu es d'accord que ça reste quelque chose que les gens ont peut-être essayé d'intégrer ou réfléchissent et qui sont intégrés dans leur système et que je pense que du coup, il y a aussi un coup d'opportunité où les gens n'ont pas envie de partir puisqu'ils pensent que ça va revenir plutôt que ça ne l'était en 2018. Ouais, Donc du exactement. coup, tu as moins envie de partir parce que tu dis « Ah, ça va peut-être reprendre, il ne faut pas que je rate le coche Et je pense que les NFT, tu as raison, apportent quelque chose d'intéressant là-dessus puisque moi, quand j'achète des NFT, parfois, j'achète des cryptos à des prix, que ce soit en hausse, en baisse, je ne fais même pas trop attention au cycle de la crypto à ce moment-là. Et je pense que ça ramène aussi des apports en liquidité à plusieurs niveaux de prix sur des cryptos qui réduisent l'effet de contagion et l'effet boule de neige qu'on avait l'habitude de voir, où bah, quand c'est un outil financier qui est purement sur la base d'une spéculation, des choses comme ça, bah, dès qu'il y a un mouvement baissier, ça fait boule de neige. Alors que là, on va dire, je pense qu'il y a des supports qui sont aussi soutenus par l'écosystème NFT, où tu auras quand même des gens qui vont continuer d'acheter de l'Ether même si ça baisse très très fort. Tu auras quand même des gens qui vont continuer d'acheter du Tezos même si ça baisse très très fort, parce qu'ils ont envie d'acheter des NFT. Et que du coup, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très sain et qui évite les phénomènes de contagion qui ont été la grosse problématique de 2018. Je pense que ça y Et contribue, oui, totalement. Et du coup, je vais donner quelques statistiques, j'aurai sur les chiffres. Vas-y. Je te laisse le côté artiste, le côté on réfléchit, etc. Moi, je répète bêtement ce que j'ai lu. Donc, Très bien, la statistique, c'est une très bonne base de réflexion. une chose qui est très marquante sur 2022, c'est qu'en septembre, contrairement à ce que je disais justement avant, où l'Ethereum est roi et qui concentre entre 70 et 90% de l'activité des NFT, en septembre, on a eu Solana qui a eu jusqu'à 46% des parts des marchés des NFT, des parts du marché des NFT. Alors, à quoi est-ce que c'est lié? Il y a deux collections notables qui sont les Utes et les DeGods. Je ne sais pas si tu peux dire juste un mot dessus sur c'est quoi. Alors, franchement, c'est pas les trucs que je suis le plus. Déjà, Solana de base n'étant pas quelque chose qui m'intéresse trop fondamentalement, et le marché des collectibles dans une certaine mesure non plus. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque de septembre, quel autre mint important de collectibles il y a eu? Ouais, il y a eu peut-être les Art Gobblers, ou peut-être c'était un peu plus tard, et ça a été un gros pump and dump hallucinant. Je pense que c'était aussi, voilà, ça représente aussi une fenêtre où il y avait peu de projets nouveaux qui s'installaient sur Ether, où on était plus dans une phase de consolidation des projets existants sur Ether. Là où dans Solana, il y avait encore la place d'avoir en gros l'équivalent de leur CryptoPunk à eux, quoi, qui voulaient être des collections phares qui devaient porter et être les fers de lance de Solana et des écosystèmes, on va dire, blockchain alternatifs à celui d'Ether. Donc voilà, bon, il y a ces facteurs à prendre en considération. Je ne sais pas si fondamentalement Ute ou DeGods avaient quelque chose fondamentalement nouveau à proposer. Je ne connais pas assez les projets pour en parler. Mais c'est sûr qu'on en a entendu parler et on avait, juste depuis avril, comme tu disais, peu entendu parler de nouveaux projets de collectibles ou de PFP qui attiraient les masses et qui avaient un effet de buzz comme celui de Ute ou comme celui de DeGods. C'est à noter également que septembre, ça a eu lieu avant FTX. C'est-à-dire que Solana était encore très réputé par rapport aux NFT. Et depuis, Utes vont migrer sur Polygon et DeGods vont migrer sur Ether. Et là, la vraie question qui va se poser, c'est que maintenant, on a eu FTX, on a eu tous ces problèmes-là, sachant que ces projets-là étaient énormément soutenus par Solana, les devs, la communauté. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un avenir des NFT sur Solana? Parce que pendant très longtemps, on a eu ce mouvement de gens qui disaient en fait, Solana sera très bien pour les NFT. Solana, ça va être la maison mère pour tous les NFT. Et lorsqu'on voit les deux gros projets partir de Solana, les deux les plus gros projets qui constituaient carrément 90% des volumes,
on se pose la question, est-ce que cette narrative elle va se maintenir en fait? Donc c'est un point assez intéressant à voir. Maintenant, un autre point super cool, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les offres en WEther et les offres en Ether. Pour vous donner un tout petit peu de contexte, aujourd'hui sur OpenSea, lorsque vous vendez un NFT, vous le vendez principalement en Ether. Parce que c'est plus simple pour vous, vous le recevez directement dans votre wallet. Vous pouvez le vendre en WEther, en USDT, en DAI, etc. Mais globalement, toutes les ventes se passent en Ether. Donc lorsque vous avez un NFT, vous le mettez en vente. La personne qui va vous l'acheter va vous l'acheter en Ether. Le WEther sert surtout pour les personnes qui décident de bid sur les NFT, qui décident donc de placer un prix, de proposer en fait un prix que eux ils estiment bon pour ce NFT-là. Ce qui veut dire que en fait, lorsque une offre est acceptée en WEther, ça veut dire que le vendeur est prêt à accepter une offre qui est en dessous du floor price des NFT. Ouais. Globalement, Il y a rarement des offres qui sont au niveau du floor price, puisque c'est justement, c'est un peu le concept. Le floor price, tu peux l'acheter direct, donc il n'y aurait aucun sens de faire une offre au-dessus ou similaire à celui-ci. Mais c'est vrai, ça veut dire qu'il y a eu une grosse tendance vendeur et quelque chose que moi j'observe aussi chez beaucoup de gros collectionneurs. J'ai envie de dire, la tendance chez les gens qui ont des NFT de haute valeur aujourd'hui est plutôt à la vente qu'à l'achat. Et les nouveaux acheteurs que je vois, c'est des gens qui étaient peu ou pas exposés aux NFT jusqu'ici. Donc il y a des gens qui sont extrêmement exposés aux NFT, qui en ont des milliers, voire des dizaines de milliers parfois. Et du coup, oui, ils ont aussi une gestion agile de leur portfolio là-dessus. Et quand il y a des événements comme celui d'FTX qui pourraient générer un risque de contagion énorme et des problématiques de sécurité sur certains de tes assets, ça pousse aux gens de vouloir récupérer du profit et se sécuriser, tout simplement. Et donc, la chute d'FTX a provoqué près de 50% d'offres NFT qui étaient vendues en WEther. Ce qui représente quand même une grosse partie parce que généralement, on tourne entre 80 à 90% de NFT qui sont vendus en Ether purement. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont acheter des NFT, alors que là, c'était vraiment j'accepte de revendre mes NFT, quitte à ce que ce soit à perte, quitte à ce que ce soit en dessous du floor price, j'ai besoin de liquidité. J'ai besoin de sortir tout ce que j'ai. Et donc, à ce moment-là, on a vu cette hausse qui est un événement assez remarquable au final. Et qui a fini de signer aussi, pour beaucoup, c'était le dernier clou du cercueil pour des projets collectibles qui cherchaient depuis longtemps à établir une IP ou quelque chose de très puissant et qui arrivaient à soutenir un petit peu leur niveau de floor, leur niveau de prix depuis un moment et qui là ont complètement été dépassés et se retrouvent à des niveaux de prix qui sont très loin de ceux qu'ils ont pu atteindre par le passé. Il y en a certains qui tirent leur épingle du jeu, j'ai envie de dire, mais voilà, ça a été quelque chose qui aussi a généré beaucoup de changements de situation de collection dans l'imaginaire collectif des gens, comme des collections intéressantes. On a pu le voir sur Cool Cat, on a pu le voir sur même sur Pudgy Penguins. Pudgy Penguins, c'est un particulier parce qu'ils avaient bien descendu. Ça a été, ce qui est Pudgy Penguins, c'est la tendance qu'il y a eu aussi de ce que je parlais du début du talk, de la consolidation d'IP existantes, puisque Pudgy Penguins, c'est pas un projet de 2022, c'est un projet de 2021, et qui avait été fait par un gars qui était parti du projet. Ça a été repris depuis par quelqu'un dont je ne connais pas le nom, mais qui était connu pour avoir eu beaucoup de succès dans le business, notamment du business en ligne, et qui avait donné pas mal de confiance aux gens quant au futur de la collection sur son management. Mais les collections qui étaient restées avec l'équipe originale, on va dire, de ça, qui ne sont pas passées par des levées de fonds, qui ne sont pas passées par des changements de direction, etc., eux ont eu du mal à justifier des potentialités futures pour leur projet, parce que la situation n'était pas différente pour elles. On était sur une lancée qui était celle qui était la même depuis un an. Et donc, eux sont évidemment très affectés par les contextes macroéconomiques du marché crypto, parce qu'en fait, comme ils n'ont pas une plus-value qui arrive au fur et à mesure, comme un nouveau directeur, une nouvelle collaboration avec une IP existante, ou des choses comme ça, évidemment, ils fluctuent au même moment que le marché. Et du coup, parfois, ça se casse complètement la gueule et leur système de revenus n'est plus là. Et parfois, c'est la bankruptcy un peu pour eux aussi. Ouais. Donc, c'est le problème. Je finis juste sur les chiffres, comme ça, on en finit avec cette partie-là. Globalement, aujourd'hui, pas aujourd'hui, en 2022, les NFT ont représenté en moyenne entre 0,5% et 2,6% à leur pic de volume sur Ethereum. Donc de toutes les transactions, les NFT ne représentent qu'une infime partie. Ça veut dire qu'on a la DeFi qui a la dominance, on a les transferts qui ont la dominance toujours. Donc les NFT ne représentent toujours qu'une petite partie. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens y voient aussi une opportunité
surtout avec l'identité décentralisée, justement avec les PFP, etc., pour que ça devienne plus mainstream et que plus de gens décident d'investir dessus, je pense. Ouais, c'est normal, je pense que c'est justifié. Ce Mm. serait bizarre que ce soit pas le cas, honnêtement. Tout à fait. Magic Eden sur Solana qui garde à peu près 90%, un peu plus de 90% de market share. Et là, on va rentrer dans le sujet un tout petit peu plus élargi. On va parler des nouvelles marketplaces. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2022, OpenSea a réussi à maintenir sa dominance de plus de 50% sur tout le marché sur Ether, ce qui est quand même énorme, mais ça part à baisser, notamment grâce au lancement de nouvelles marketplaces. Et donc, j'en ai fait une petite liste. Donc, on a eu Blur qui a fait énormément de bruit, où il y avait énormément de trading justement par rapport à leur airdrop. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur Blur. Voilà. Il y a beaucoup de Donc, choses. on a eu Luxrare, SudoSwap, X2Y2, je crois que c'était également en 2022. Et ensuite, maintenant, du coup, on va revenir sur ces plateformes. On va en parler un tout petit peu plus. Ouais. Et du coup, commençons par Blur. Blur et même X2Y2, franchement, c'est des marketplaces qui sont un peu shady quand même, à plein d'égards, je trouve. Dans le sens que c'est... Jusqu'ici, quand le marché était haussier, les royalties, qui ont été aussi une grande partie du débat de l'année dernière, qui ont, je pense, de août à octobre-novembre, donc jusqu'au moment où il y a eu Blur et X2Y2 qui sont arrivés, faisaient partie vraiment dominante du débat quotidien sur Twitter de l'avenir des NFT. Et pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, quand tu fais plus de 100%, tu es prêt à donner 10% à l'artiste, puisque finalement, tu as pris tes profits. Quand ça devient compliqué, que tu perds de l'argent et qu'en plus, sur tes pertes, tu dois donner encore 10% à l'artiste, là, ça devient plus compliqué dans l'univers des gens. Et donc, ces marketplaces-là, elles ont créé leur succès très largement dans le fait qu'elles bypassaient les royalties d'OpenSea et des royalties qui ne sont pas mis dans smart contract mais qui sont gérés par les plateformes. Et d'ailleurs, OpenSea avait dû faire une réponse par rapport à ça en disant que le seul moyen de consolider tes royalties sur OpenSea, c'était de ban le trade de tes NFT sur les autres marketplaces concurrentes. Ils ont sorti un outil pour ça, il me semble, OpenSea, justement. C'est ça, exactement. Ça fait partie de leur smart contract. Si tu as un lock, tu as comme un adblock quoi, concrètement des autres marketplaces. Mais voilà, aujourd'hui, ces marketplaces-là, elles ont amené du volume parce que, évidemment, tu peux te permettre de vendre moins cher que sur OpenSea parce que il y a 10% que tu enlèves à l'artiste, donc tu peux te permettre de vendre 10% moins cher et donc être sûr de vendre puisque tu vends moins cher que sur OpenSea. Et après, il y a tous les incentives que tu as eu, que tu vas parler des airdrops, etc., qui ne sont pas nouveaux, parce que ça a existé avec d'autres projets de marketplace, Bien sûr. etc. Luxrare, notamment, qui a eu un très gros succès. Absolument sur ça. Et on voit que c'est des trucs qui sont quand même un peu conjecturels et pas tellement structurels au point de vue de la proposition de valeur. Et même Blur avait eu beaucoup d'histoires avec ArtGo-Blur, et le seul jour où ils ont dépassé le volume d'OpenSea, c'était sur le mint de ArtGo-Blur, parce qu'il y avait des connivences entre la team ArtGo-Blur et la team Blur. Et que c'était poussé pour ça, et que ça avait été pumpé pour ça, et que Blur voulait avoir le côté PR pour dire, regardez, on a fait plus de volume qu'OpenSea aujourd'hui. Mais Aujourd'hui, il y a de la manipulation de marché là-dedans, c'est ça que je veux dire. Ah, mais bien sûr. Mais je trouve que, en fait, plus on avance, et plus l'idée, c'est de dire, ah, mais on a eu plus de volume que tel. Et c'est pareil dans la DeFi. Hein. On voit que notamment lorsque Lido, donc le protocole de staking liquide, a dépassé le volume de Uniswap, est devenu le plus gros protocole aujourd'hui. On voit que, donc le protocole DeFi, on voit que c'est un bon coup de PR. Ça ramène du volume sur le protocole. Les gens spéculent plus sur ton jeton. Les gens viennent plus sur ta plateforme parce qu'en fait, tu amplifies encore plus cet effet-là. Mais avec OpenSea, ils n'ont pas réussi à le faire. Pour le coup, il y a eu un coup de PR, très bien. OpenSea est resté le géant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui farment les airdrops aussi. Donc il y a beaucoup de wash trading de NFT. Surtout lorsqu'il n'y a pas de royalties, c'est beaucoup plus simple de se revendre les NFT entre toi-même et un autre wallet. Complètement. Et en fait, aller chasser ces airdrops. Donc au final, les NFT, ça n'a pas été... OpenSea n'a pas été détrôné en 2022. Non, et est-ce que OpenSea va avoir la même trajectoire qu'a pu avoir Nifty Gateway en 2021 ? C'est-à-dire que Nifty Gateway, en 2021, c'était plus de 50% du volume du marché des NFT. En l'espace de 2 mois, ils ont été ratatinés. Et il y a plein de raisons pour ça. Notamment la centralisation. Rien que la centralisation de Nifty. Franchement, ça s'est arrivé plus tard. C'était vraiment pas. On réfléchissait même pas tellement à ça à l'époque. Ils avaient quand même le paiement en carte de crédit qui était pratique. Ça a été un argument pour les plus maximalistes d'entre eux. Mais franchement,
je sais pas, on peut discuter de la centralisation d'OpenSea aussi si tu veux, mais Non, mais ce que je veux, tu non, vois ce que je veux dire, ce que je vais dire, c'est que tu devais avoir un compte, tu devais fournir ton adresse mail, tu devais fournir tes infos personnelles, tandis que tu pouvais pas te connecter avec ton wallet à l'époque. Oui. Se connecter avec un wallet, c'est d'ailleurs arrivé en 2022 sur Nifty. Aujourd'hui, tu peux te connecter avec ton portefeuille. Tu n'as plus besoin d'avoir un compte chez Nifty Gateway. Bien sûr. Par contre, je pense pas que ce soit fondamentalement là que le problème s'est mis. Je pense que c'est plus une histoire d'UI, de positionnement marketing. C'est-à-dire que Nifty Gateway avait un positionnement de marketplace curaté au début, là où ils faisaient la plupart du volume. Et puis, arrivé la vague des collectibles, qu'ils n'ont pas réussi à prendre. Ils ont voulu pivoter et faire du OpenSea, mais du coup, ils ont perdu leur identité de base. Et du coup, il n'y avait plus rien pour toi dans OpenSea, dans Nifty Gateway. Parce que ça voulait faire du OpenSea, mais ça le faisait mal. Parce que ça voulait faire de la curation aussi, mais ça le faisait plus aussi bien qu'avant. Et du coup, ça se perdait. Et donc, le risque, je pense, pour OpenSea, et là-dessus, OpenSea, ils ont créé la vaste majorité de leur volume, non pas sur les NFT artistiques, mais sur les collectibles. Et le fait d'avoir ces collectibles-là exister que sur une marketplace pour agréger le volume de second marché, on le voit sur les punks. Tu essaies de trouver un punk listé sur OpenSea aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Tu vas sur le site des punks, là, il y en a plus. Ça justifie, quand tu as ça à un certain niveau de prix, tu n'as plus besoin d'OpenSea comme vitrine pour ton projet. Donc il y a aussi des challenges de comment est-ce que je garde ces IP dans mon giron. Et ça, le coup du royalties, c'était un sale coup pour les artistes, mais c'était un calcul plutôt judicieux par rapport à ce qu'ils avaient comme challenge au niveau du marché des collectibles. Et clairement, OpenSea aujourd'hui, ça a la volonté d'essayer de conserver ces IP comme Bored Ape, etc., qui font la très large partie de leurs revenus, clairement. Et ils n'ont pas voulu faire un trop gros pivotage comme ça, mais tu vois, ils ont quand même pivoté sur les royalties, qui jusqu'ici, étaient obligés de fermer la porte aux autres pour pouvoir les faire respecter sur OpenSea. Donc, à la fois, ils ont fait un pas en arrière qui a été très mal pris par la commu, puisque ça a été considéré comme un aveu d'abandon et une volonté de ne pas rétribuer les artistes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les artistes sont encore sur OpenSea, mais finalement, c'est pas leur place. J'ai envie de dire, c'est pas l'endroit où je conseillerais à un artiste aujourd'hui d'aller limiter son travail. On revient un peu au talk qu'on avait fait sur les différentes marketplaces à l'époque, il y a un an. Donc, c'est les mêmes problématiques. Ces marketplaces-là, aujourd'hui, je pense qu'elles touchent quand même Blur, X2Y2, etc. Elles parlent quand même à une population très spécifique, qui sont les flippers, qui sont des gens qui font beaucoup de transactions par jour, etc. Et qui trouvent leur compte. Qui vont spéculer sur les NFT en fait, au final. Oui, qui trouvent leur compte. Et c'est peut-être ces outils-là, ces cas d'usage-là qui sont différents. Peut-être que je pense que OpenSea va de plus en plus s'établir comme un storefront pour des grosses IP et des collections à 10 Ethers plus en termes de floor. On peut parler de Doodle, on peut parler de tu vois, Azuki ou je sais pas, Bored Ape, Cat, tout ça. Je pense que eux, leur objectif, c'est de garder ces gens-là dans leur giron. Mais par contre, les nouvelles collections qui se lanceraient, etc., c'est vrai qu'elle est sur Blur, c'est vrai qu'elle est sur X2Y2. Ça a un intérêt pour toi, puisque tu touches des gens qui sont concernés par ce genre de pratique, qui est le flip au mint, etc. Et voilà, il y a des propositions pour chacun des usages. Cet usage-là, c'est clair qu'il va, je pense, de plus en plus perdre sur OpenSea. Il y aura de moins en moins de mint direct sur OpenSea, comme on a pu le connaître en 2022, et il va y avoir de plus en plus de lancements sur des marketplaces comme ça qui sont dédiés. Et on le voit, même si tu as le cas avec des initiatives, on va dire marchandes dans les NFT qui ne sont pas des marketplaces, qui se développent de plus en plus et qui viennent grignoter aussi des parts de marché aux marketplaces comme SuperRare, comme Fondation, comme Marketplace, notamment grâce à Manifold. Voilà, voilà. en fait, c'est la question que j'ai te poser. Alors, c'était pas Manifold, mais c'était en général. Est-ce que tu as des plateformes qui t'ont marqué en 2022, qui ont fait des avancées majeures? Alors, en 2022, tu as eu le lancement de quelques initiatives. Moi, j'ai envie de dire notamment Noble Gallery et la galerie AOTM de Vincent Van Doug, qui sont des initiatives qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on connaît comme modèle de galerie, où on va avoir des sélections d'une dizaine d'artistes, peut-être, tu vois, pas plus, à qui on va proposer, en fait, qui sont très difficiles d'acheter parce que leurs drops sont très demandés, ou sont réservés à des collectionneurs, ou alors c'est la guerre pour le mint, et en fait, qui proposent des exclusivités sur ces artistes-là, sur certains drops. Et c'est ça que les gens recherchent. Moi, personnellement, quand je vais découvrir une nouvelle marketplace, c'est pas juste parce que j'ai envie de découvrir une nouvelle marketplace. C'est parce que je sais qu'il y a un drop d'un artiste que je suis, que je pourrais pas avoir autrement qu'allant sur cette marketplace-là. Et donc, le plus gros argument pour moi d'aller sur une nouvelle marketplace et de découvrir et m'habituer à un nouvel outil, c'est parce que je peux avoir des choses dessus que je pourrais pas avoir autre part. Ce qui est différent de Blur et d'X2Y2, puisque tu as tout ce que tu pourrais avoir sur OpenSea, sur X2Y2. La seule raison d'y aller, c'est de la gestion financière un peu plus raisonnée sur tes frais, tes pertes, etc. Là, c'est une réflexion qui est différente, qui est sur le coût d'opportunité et l'exclusivité de certains artistes, de certains drops.
Et on a eu le cas avec Grant Hugh, par exemple, qui avait fait quelque chose avec, je crois que c'était Noble Gallery, qui avait très très bien marché, tu vois. Et ça a aussi un peu lancé la trend des open editions, qu'on va sûrement évoquer juste après. Mais voilà, moi, c'est ce genre de petites initiatives-là qui concernent des sélections très curatées de quelques dizaines d'artistes, pas plus, qui sont des artistes qui sont très en vogue et que, bien sûr, ça m'intéresse de les acquérir à des prix au mint plutôt qu'en second marché, quoi. Et ça, voilà, c'est des propositions qui se rapprochent de plus en plus d'un modèle qu'on connaît en galerie d'art où bah, pas tout le monde peut acheter en galerie d'art. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent, tu peux être un mec important, si tu n'es pas dans les petits papiers des galeries d'art, on va peut-être même pas te le vendre à toi, tu vois. Et donc, je pense que ça reprend un peu ces concepts qui étaient, de toute façon, l'exclusivité a toujours été mise très en avant dans les projets NFT. Et voilà, avoir des maisons qui représentent sur quasiment le modèle d'agence des artistes plus spécifiquement, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé et c'est des choses qui, moi, me parlent plus personnellement, puisque c'est des choses qui moi, c'est ce que je recherche, les œuvres exclusives d'artistes que je pourrais pas avoir par d'autres méthodes. Et c'est un peu ce qu'on propose chez Sotheby's aussi, hein, fondamentalement. C'est qu'on propose exclusivement des œuvres qu'on voit rarement sur le marché ou des artistes qui n'ont pas minté depuis longtemps et qu'on va présenter dans des bonnes conditions. Les artistes aujourd'hui, ils sont un peu saoulés du manque de soutien marketing des marketplaces sur leur travail. Même Super Art, tu vois, qui amène beaucoup de gens et les artistes sont contents d'être sur Super Art, mais bon, Super Art fait peu de marketing sur les nouveaux drops de leurs artistes, ou si c'est le cas, c'est toujours les mêmes artistes. Le Rare Pass, par exemple, était une très bonne initiative là-dessus, qui était une initiative qui ressemble à Noble Gallery, où en fait, tu achètes en vente aux enchères, alors c'est parti à 40 Ethers, donc c'était pas quelque chose qui était très abordable, mais qui proposait mensuellement des airdrops d'œuvres exclusives que tu ne pourrais pas obtenir autrement qu'avec le Rare Pass, d'artistes connus comme Xcopy, etc. Et en fait, moi j'ai parlé avec les artistes et c'était clairement. Les artistes, ils ne retrouvaient pas leur compte là, dans cette histoire-là. Ah, bien sûr. Ils ne gagnaient pas de vente au premier marché, ils touchaient que les royalties. Donc, au final, ils vendaient bah, des œuvres dont ils gagnaient que 10% si elles se revendaient. Et en fait, pour discuter avec les artistes, ils me disaient, en fait, moi, c'est super rare, ils m'ont aidé à gagner ma vie alors que je n'espérais pas. Donc, c'était vraiment, ils leur faisaient une faveur parce que Super Rare était à la recherche de nouveaux volumes, était à la recherche de nouveaux acheteurs. Et c'était un modèle qui se développait. On a les chiens qui ronflent. Mais voilà, c'est ce genre d'idées, c'est des initiatives, je pense, qui ont pas mal marqué l'année, mais qui touchent, on va pas se le mentir, des sphères d'acheteurs qui sont très spécifiques et très limitées. Voilà, c'est pas des œuvres qui s'achètent à 60 balles au mint, c'est des choses qui coûtent cher même au mint et qui touchent des gros collectionneurs et des gens qui veulent acheter des œuvres importantes et qui dépassent souvent très largement les 10 Ethers, quoi. Bien sûr. Et puisqu'on parle de ça, puisqu'on parle justement de cette exclusivité, on parle aussi de cette collection et en fait du fait que bah, même aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le monde de l'art et que vous voulez avoir des gros artistes, bah, c'est des prix qui sont généralement exorbitants et qui ne sont pas accessibles à n'importe qui. Donc il faut comprendre que dans les NFT, c'est la même chose et que du coup, la valorisation du marché des NFT est passée qui était entre 7,5 et 10 milliards de dollars globalement, ce qui est très compliqué d'estimer. Si tu prends les floor price, si tu prends que les dernières ventes, etc. Donc on a une estimation qui est passée donc à la fin de 2022, qui est passée à entre 7,5 et 10 milliards de dollars. Donc on a eu une belle baisse et qu'on a eu 2/3 de ce volume-là qui est représenté par deux collections majeures qui sont les Punk et les Bored Ape, forcément. Est-ce que toi, en termes de valuation, en termes de prix, tu as vu des écarts qui t'ont surpris, qui t'ont choqué, des choses que tu as trouvé anormales ou au contraire normales avec le marché qu'on avait? Bah écoute, moi sur les œuvres sur lesquelles je suis, notamment à Sotheby's, on arrivait toujours à vendre des Xcopy à 600 000 dollars comme il y a eu avant. C'est vrai qu'il y a eu moins en moins de records. Les all-time high ont été de plus en plus difficiles à atteindre et d'ailleurs beaucoup d'artistes pour cette raison-là ont moins minté cette année que l'année précédente, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent toujours vendre plus cher que leur dernier record. Et bon, pour moi, c'est un peu le problème de Thésée, c'est-à-dire qu'à force de viser le soleil, tu te brûles les ailes. Donc le marché fluctue et la valorisation des œuvres d'art fluctue tout autant, et parfois la qualité des œuvres d'art fluctue aussi. Donc tu vas pas vendre une œuvre qui est moins bien, plus chère que celle d'avant qui est mieux, même si bah, c'est la toute nouvelle, quoi. Donc le côté nouveauté était un peu moins important. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que ouais, il y a des œuvres d'art qui se revendaient moins cher, il y avait des opportunités intéressantes à prendre là-dessus. Le volume que tu parles, c'est vrai qu'il est très largement poussé par les collectibles, encore une fois. Bien sûr. Et c'est vrai que, bah, évidemment, quand tu as des séries de 10 000, ça s'échange plus, ça fait plus de volume. Et donc, du coup, alors que quand tu fais une œuvre unique, bah, même si tu la vends 500 000 dollars,
Tu vois, 500 000 $, si tu as un mint de 10 000, concrètement, ça te fait un prix de vente à 10 000, 500 000, divisé par 10 000 de 500 balles, un truc comme ça. Bah, c'est plus facile de vendre 10 000 choses à 500 balles que de vendre une chose à 500 000, je pense. Donc, du coup, bah, mécaniquement, c'est sûr que ça fait des valos qui sont descendus. Moi, je pense que ce que j'ai vu et dont j'ai été témoin sur le marché de l'art NFT, c'est que l'art, comme dans le monde traditionnel, est un peu plus robuste aux fluctuations de marché que la crypto ou des IP de collectibles, et que du coup, bah, ça n'a pas trop pris cher, honnêtement, et que les collectionneurs d'art NFT et les artistes s'en sont sortis quand même à bon compte, même si ça a été un peu compliqué. De toute façon, il y a peu d'artistes qui sont à plein temps dans les NFT, mais de toute façon, c'est ce qui après a généré finalement la trend des Open Editions, qui est une application aussi du segment collectibles aux artistes aussi, tu vois. Il y a eu les artistes qui faisaient beaucoup de projets collectibles aussi génératifs, PFP, uniques, etc. Mais les éditions open très larges, ça a été aussi une trend qui existait avant, mais qui s'est très largement développée, qui a été une réponse justement au fait que les artistes avaient de plus en plus de mal à peut-être break de nouveaux records, et qu'en fait, c'est plus facile de vendre 1000 œuvres à 10 $ qu'une œuvre à 10 000. Et en fait, économiquement parlant, pour l'artiste... Sans parler du marché secondaire en plus, Ouais, derrière. sans parler du marché, on mint direct. Hein. Et en plus, justement, marché secondaire, il y a tellement plus d'échanges que tu t'y retrouves bien mieux. Donc oui, c'est bien plus simple. Et les artistes, ils ont tout intérêt à faire des open editions économiquement pour eux. Après, est-ce que ça impacte leur marché? C'est une autre question. Ce sera notre épisode. Ça sera un autre épisode. Mais franchement, c'est aussi un truc qui drive du volume. Et il y a une volonté la crypto, il y a toujours cette notion de vouloir avoir un prix d'entrée bas et d'être early. Et les artistes qui sont établis, tu ne peux plus trop être early, tu vois. Donc sur des éditions, même limites, etc., tu as plus d'opportunités. Donc je pense que c'est des tendances aussi qui vont quand même driver de plus en plus le volume à la hausse, idéalement. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'ai observé. Mais finalement, dans le monde de l'art, on s'en sort plutôt bien, quoi, en cette année 2022. On a eu un autre événement majeur qui est le lancement du token Ape de la collection de Bored Ape Yacht Club. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que je ne sais pas si c'est la première fois qu'une collection NFT lance un token. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Bored Apes, c'est devenu bien plus qu'une collection. C'est devenu un écosystème aujourd'hui. Parce que tu as l'écosystème des Bored Apes de base, tu as les mutants, tu as les kennels. Maintenant, tu as les Sewer Pass aussi, qui est un jeu où tu dois marquer le plus haut score pour obtenir accès à d'autres choses derrière. Et en fait, gamifier l'expérience toujours. Et donc, le token Ape, qui était le token de gouvernance qui a été airdroppé aux holders. Ce qui fait que directement, on a eu un énorme volume sur ce token-là. On a eu énormément de spéculation et les traders que je suis aujourd'hui sur Twitter, Ape est devenu l'un de leurs tokens préférés pour trader, puisqu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de holders, beaucoup d'intérêt également pour ce token, sans parler du staking, de toutes les initiatives qu'il y a derrière également. Ouais, il y a la fluctue et tout, et leur système de comment est-ce qu'ils l'ont lié au surpass avec le fait que tu puisses les spend pour, je crois, avoir des boosts et des choses comme ça. C'était des cas d'application intéressantes. C'était pas les premiers à le faire, mais comme d'habitude, Ceux qui ont fait le plus de Yuga bruit. Lab, ils le font le mieux. C'est toujours pareil. Et on peut parler, que ce soit lié à Bored Ape, mais je pense que c'est plus largement, on parle de l'écosystème Yuga Lab, qui, comme tu le dis, a punk, a truc, donc à lui seul représente une très large exposition. Donc c'est vrai que pour Sachant qu'ils ont racheté les punks et les mi-bits, il me semble. Aussi. Absolument, ils ont racheté C'était en 2022 Larva Lab. Ou 2021, Non, je sais c'était peut-être avant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es trader aujourd'hui et que évidemment tu connais pas grand-chose à l'art ou que tu connais pas grand-chose au marché des NFT pur et dur, bah, c'est le meilleur point d'exposition pour t'exposer au marché NFT parce qu'il représente une très large partie du volume. Et donc je pense que ce que font ces traders-là, c'est qu'ils s'exposent comme ça un peu au marché NFT en restant dans le domaine qu'ils maîtrisent, qui c'est le trade des tokens, quoi, sans avoir à se lancer dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas forcément, où ils sont pas très à l'aise. Et donc je pense que ça participe aussi au succès des tokens Ape. Et aussi, il y a une fluctuation en fonction des annonces, etc. Et il y a tellement une double exposition, c'est quand même une machine dans une machine dans une machine. Ouais. Je veux dire, les apes étant eux-mêmes corrélés aussi à la valeur de l'Ether, qui va du coup impacter aussi la valeur du ape, etc. Enfin voilà, c'est quand même des trucs qui sont tellement imbriqués que peut-être parfois c'est un peu difficile d'avoir clairement une vision de quelles sont les implications du macroéconomique sur ce token-là, puisque tu as tellement de différents points d'entrée. Donc je comprends l'intérêt. Moi perso des tokens Ape, j'en ai pas particulièrement. C'est vrai que si je devais remettre un petit peu d'argent et que je devais
Tu vas faire un genre de petit truc classique, 40% Bitcoin, 30% Ether et un peu des trucs pour s'amuser. Je mettrai sûrement un petit peu de hype dedans, puisque bon, ça c'est toujours peut-être bon à prendre. Mais oui, voilà, après fondamentalement, moi, ce n'est pas les initiatives qui me passionnent, mais je comprends que c'est quelque chose qui a une résonance dans l'écosystème parce que déjà, les gens qui sont dans les collectibles ont une affinité avec le trading de tokens basiques ERC20 et crypto, et alors que moi, là où je suis, c'est très différent. Mais du coup, pour moi, c'est un bon point d'entrée. La question, c'est est-ce que les gens qui achètent des tokens Ape, après, vont acheter des NFT? Quelle est la proportion des gens qui ont 0 NFT qui ont des tokens Ape? J'aurais tendance à dire qu'il y a une bonne proportion de gens qui n'ont aucun NFT qui ont quand même du token Ape. Totalement. Et, Je pense aussi, et puisque on revient sur le point où c'est abordable. Les gens voient les Bored Ape comme la collection qui vaut 70 Ethers aujourd'hui. Alors on parle 70, 72, 65, quelque chose comme ça. Ça reste quand même très haut. Quoi. Ouais, c'est très très haut. Mais le token Ape, il est à quelques dollars. Donc ils se disent, je peux m'exposer à cet écosystème en misant en fait sur le succès de cet écosystème, sur l'utilité du token, sur le fait qu'en fait sur le long terme les gens vont vouloir l'acheter, plutôt que d'acheter un Bored Ape. Voilà. Ça, en fait, ils sont exposés. Moi, j'ai toujours défini le marché NFT en 3 catégories, entre guillemets. La 0,1 Ether, 1 Ether, 1 Ether et 10 Ether, et 10 Ether et plus. Et aujourd'hui, en fait, quand tu regardes Yuga Lab, ils ont plusieurs propositions sur ces 3 catégories-là. Sur le 10 Ether et plus, tu as Bored Ape et les mutants. Alors, les mutants aussi, ouais, tu as raison, et les punks. Sachant que même en 10 Ether et plus, on parle de Yuga, pas juste de... ouais, de tout Yuga. Un des Ether et 10, tu as les Kennel, les Mutant Hounds et les Mibits. Et 0 et 1, ils manquaient le 0, un Ether, et aujourd'hui ils le trouvent avec le Bored Ape, avec le Ape Coin. Avec le Ape Coin, et on a aussi leur land. Je sais pas si... Otherside, mais ça se vend cher, Otherside. Je crois que c'est entre 1 et 10. On est toujours dans la catégorie entre 1 et 10. Et tu vois, il y avait une volonté, je pense, de chercher à toucher aussi ce marché d'entrée à 0, 1, 1, et qui était pour l'instant un peu absent de leur écosystème. Et du coup, voilà, le but c'est toujours de monter au fur et à mesure, mais je pense que c'est une volonté aussi de marketing. Alors, je sais plus c'est quoi exactement le terme, j'ai plus mes cours en tête, mais tu as une diversification de produits et élargir aussi l'accès, en fait, l'accessibilité à ton produit l'accès, et notre audience aussi. Ça te demande tes parts de marché aussi d'être sur plusieurs niveaux de prix. Si tu restes que sur un niveau de prix spécifique, c'est des stratégies. Mais moi, je pense que la stratégie Yuga Lab est une stratégie assez hégémonique. Et du coup, pour avoir l'hégémonie, il faut être présent à tous les niveaux de prix différents du marché. Et c'est important qu'ils aient quelque chose de point d'entrée qui se situe finalement entre le 0,1 et un Ether, d'une certaine manière. Mais du coup, tu vois, on parle toujours d'une corrélation Ether. J'ai envie de dire que limite, ce serait plus intéressant de réfléchir à la valeur du Ape en Ether qu'en fiat, en fait, au final. Mais après, bon, ça, c'est un autre débat. On passe, on a plein de sujets à aborder, j'ai pris plein de notes, donc on va essayer d'aller assez rapidement. 2022, on peut dire que c'est aussi une année des entreprises. Les entreprises qui arrivent dans la crypto à travers les NFT. Et pour en citer quelques-unes, on a Meta et Instagram qui ont lancé leur marketplace. On a Reddit, Starbucks, NBA, Gucci, Dolce & Gabbana, Coachella, pour en citer que quelques-unes. Et petit fun fact, il y a un NFT sur Roblox qui était vendu par Gucci, qui était vendu à 800 $. Et cette valeur-là était supérieure à la valeur de ce sac-là dans la vraie vie. Donc petit fun fact. Et la blockchain qui est ressortie gagnante de tout ça, c'est Polygon. Polygon sur laquelle on vient de faire une publication que vous pouvez retrouver directement ici. Donc là, entre mes mains, s'affiche la publication. Je vais l'agrandir. Ah, le taf. Voilà, super. Moi, je me le rajoute là, tu vois. C'est super con ce que je fais. Mais Polygon, du coup, qui a énormément réussi à attirer des entreprises, de par sa proximité avec Ether, de par son marketing, les équipes dev, etc. Je pense que c'est là que se met souvent le sujet, c'est qu'ils offrent des solutions clés en main aux entreprises. Alors Totalement. Ether, c'est genre, voilà, vous avez votre écosystème, faites ce que vous voulez, alors que eux, je pense qu'ils étaient partie prenante du dev et de la conception de ces projets-là. Est-ce que tu as eu des marques qui t'ont marqué? Alors, c'est marrant parce que quand tu les expliquais, et juste après que tu arrivais avec l'exemple du Saguchi, on aurait pu croire et entendre que tout s'était bien passé pour ces projets-là. Alors que la plupart, voilà, ils ont fait un peu de bruit au niveau du mint, mais les NFT Coachella, ils sont coincés chez FTX. Je veux dire, c'est vrai. Gucci, on n'entend plus trop parler. Voilà, c'est des projets qui ont des gros effets d'annonce, mais sur le long terme. Reddit, c'était pas mal, non? Reddit, mais encore une fois, c'était conjecturel. Tu vois, on en a entendu parler pendant une semaine après le mint quand ça a shoot up to the moon. Je ne sais pas où on en est le floor aujourd'hui, mais ça ne doit pas être Jojo, je pense. Après, je pars sous couvert d'un truc que je ne sais pas, mais j'aurais tendance à dire que c'est ça. Donc, le problème des marques, on a eu le cas avec, bon, c'est pas 2022, mais on a eu Porsche en 2023, qui a fait son entrée aussi.
c'est que c'est toujours pareil, c'est des points d'entrée de marque qui sont intéressants. Moi, j'avais travaillé des marques aussi pour des projets NFT. J'avais fait celui de Christian Lacroix, par exemple, avec Exclusible, qui depuis longtemps posait sur le fait d'amener des marques du luxe, notamment dans les NFT. Il y a un intérêt pour ces marques de toucher ces audiences-là, mais il y a aussi un double discours qui est un peu bizarre. Moi, je me rappelle de marques qui me parlaient de soucis écologiques, alors que c'était des marques du monde de la textile, l'industrie textile étant la plus polluante au monde, qui me disaient « Ah oui, mais tu prends les terres et tout, ça parle d'éco, c'est un peu chaud. » Alors, je ne comprenais pas, je trouvais ça absurde. Et d'autres aussi, où concrètement, le projet, c'était vendre leurs produits avec de la crypto, pour de la crypto, mais avec une extra step NFT. Et qui étaient prêts à vendre leurs produits via, en gros, les NFT, mais pas directement en boutique en échange de crypto. Moi, je leur posais la question, mais pourquoi pas vendre leurs produits pour de la crypto directement à ce moment-là, tu vois. Et c'est que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est aussi de toucher une nouvelle audience. Est-ce que c'est une nouvelle audience? C'est des audiences qui les connaissent. C'est aussi de vouloir aussi un peu agripper une partie de cette liquidité du marché et sur des mints. Tous les projets que je connais, ils veulent toujours être break-even au mint et il n'y a pas de prise de risque économique sur la construction au long terme. Donc c'est juste ce que je veux dire, c'est que ces initiatives-là ont fait du bruit à court terme. Est-ce qu'on entendra parler en 2023? Je ne suis pas sûr. En fait, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on avait regardé justement, tu as mentionné Porsche qui était en 2023. Si tu regardes, ils ont mint, il me semble, 1400, 1600 NFT, je n'ai plus le chiffre exact en tête, Ouais, ce qui représente 25 voitures, 25 Porsche GTR. Donc c'est pas… Comment? GT3 RS, pardon. Donc ce n'est pas énorme, tu vois, et je pense pas que le coût, enfin ce que ça leur a coûté d'embaucher des équipes, de mettre ça en place, d'avoir des graphistes, etc., je pense pas que ça en valait la peine. Je pense que… Parce que si à la base, leur projet en market cap, c'était 11 millions, hein, je te rappelle. C'était Oui, 7000 tokens, donc ça n'avait pas le coup puisqu'ils sont pas sold out, mais c'est ça le problème de leur stratégie, c'est qu'à la base, ils voulaient rentrer très largement dans leurs frais et faire du profit dès le mint. Ils n'avaient pas du tout intégré les royalties, par exemple, dans leur système de revenus. C'est ça que je pose comme problème. Et je pense aussi, ils vendaient ça à 0,911 Ether, l'Ether étant entre 1400 et 1700 balles. Aujourd'hui, je pense que déjà ne pas analyser le marché, ne pas connaître sa marque, et surtout faire 7500 NFT, sachant que c'est censé être un truc exclusif. 7500 NFT, ce n'est pas exclusif dans le monde des NFT. Non. Donc je pense qu'il y a un manque de recherche, un manque de compréhension du marché et un manque de lecture également. Je suis pas sûr, hein, franchement, à ça. C'est un argument que j'entends beaucoup et j'ai l'impression que cet argument, ça vient souvent des gens qui veulent dire ils auraient dû m'engager moi plutôt qu'un tel. Je pense qu'ils étaient accompagnés par des gens qui savaient de quoi ils parlaient, mais que c'est pas le manque d'accompagnement, hein, c'est juste les raisons fondamentales et budgétaires qui sont derrière les décisions de ces grands groupes. Moi, je l'ai expérimenté directement quand je travaillais avec des clients. Voilà, ils ont des impératifs budgétaires, de résultats, qui fait qu'ils vont là-dessus. Tu vois, quand on price un truc avec un prix symbolique, ce prix symbolique qui soit hallucinant, d'accord, mais qu'on fait un prix symbolique, déjà, c'est qu'il y a une volonté un peu à la con de vouloir pricer ça de manière où on pense que c'est pas très important le prix à laquelle il se vend et que le symbole, c'est plus que suffisant. Donc je pense que non, c'était des choix qui ont été conscients et que c'est pas un manque de compréhension ou un manque de savoir-faire qui les ont amenés à leur chute. C'est des mauvaises décisions, mais qui ont été prises consciemment. Et je pense en connaissance de cause. Je trouve qu'on trouve souvent l'excuse aux initiatives Web 2 de vous connaissez pas assez, c'est pour ça que vous êtes plantés. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont suffisamment de personnes pour les accompagner et qui font leur business autour du fait d'accompagner des marques pour être bien conseillés. Mais voilà, même si tu es bien conseillé, parfois tu fais des décisions de merde et c'est leur responsabilité complète. Donc je pense qu'on va continuer à avoir des décisions de merde pendant toute l'histoire et les décennies à venir sur des marques qui veulent se lancer dans le Web 3 et que ce ne sera pas à cause d'un manque de connaissances ou un manque d'intérêt ou de compréhension de cet univers-là, mais vraiment par des décisions nulles, tout simplement, quoi. Et ça, c'est le propre juste de stratégie market et de directeur produit et de problématiques budgétaires quoi, qui les amènent à faire ces décisions. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tant mieux. Mais je pense qu'il y a quand même un manque de lecture du marché, mais je pense qu'on peut… Ouais, c'est toujours compliqué, c'est sûr. Mais après, c'est pas des degen, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est pas des gens qui sont natifs, peut-être qu'ils ont été accompagnés, mais je pense que peut-être ils auraient dû les lancer avant ou plus tard, je sais pas. Le timing est très important, voilà, ouais, c'est sûr. Un truc qu'on pourrait dire c'était nul, et en fait tu l'aurais sorti 3 mois plus tard, ça aurait marché du tonnerre et tout le monde aurait été très content. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Moi je pense qu'il y a un petit point sur le métaverse qui est très important, donc on n'est toujours pas dedans, globalement.
rien d'autre à dire par rapport à ça. je peux le rayer de mon. Qui est dedans, hein, de toute façon? Combien d'utilisateurs Voilà. journaliers? On se demande. Hein. Voilà. Il y a un point important sur lequel on doit revenir, c'est la GameFi. Donc on voit les NFT dans les jeux, dans les Play to Earn. On a Ouais. eu des Move to Earn, bientôt on aura des Sleep to Earn, des Eat to Earn, donc on va avoir pas mal de choses. Stephen a fait pas mal de bruit. Ouais. Stephen qui a été un peu la révolution avec les différents tokens qui ne faisaient que monter avant de dump sa mère. Voilà. Ouais. Je- Et depuis, parce que moi, j'ai pas trop suivi Stephen. Stephen, bah en fait, t'achetais des chaussures avec 3 Ethers pour gagner genre. Ça, je sais, mais depuis que ça a dump, c'est mort ou ça. Alors, ils ont fait plusieurs drops. Ils ont fait un drop sur la Binance Smart Chain où les chaussures repartaient à plusieurs BNB. On a eu un drop sur Ether puisque ça a commencé sur Solana. Ok. Depuis, je t'avoue que je pense qu'il y a des gens qui courent pour 30 centimes de 30 km. Donc, s'il y avait des gens qui ont quitté leur job pour aller courir, mauvaise idée. Globalement, et je pense que lorsque vous investissez dans des projets, peut-être il y a des projets qui vont très bien fonctionner, notamment Stephen, c'était le cas, mais il faut se rendre compte que vous n'êtes pas le seul à courir, vous n'êtes pas le seul à gagner de l'argent. Et avec tout ça, ce qui est important à retenir, c'est que lorsqu'il y a une émission massive de tokens en continu, bah, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont vendre. Donc, acheter ce token-là, ce n'est pas prudent. C'était plus prudent d'investir potentiellement dans des chaussures au début, parce qu'après, les chaussures, il y avait des chaussures qui partaient à 5-6 Ethers. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu achète-toi des Air Max. Enfin, avec 5 Ethers, tu peux t'acheter quand même plusieurs paires de Air Max ou de Air Force ou j'en sais rien. C'est tout le sujet de l'Internet of Things et on en entend parler depuis très longtemps et ça a du mal à rentrer dans nos vies quotidiennes. Tout à fait. Je pense qu'il y a des bonnes choses à explorer là-dedans. Ouais. Pour le moment, je n'ai pas vu d'initiative qui me passionnait tant que ça. Je pense que Stephen, c'est pas mal, mais je pense qu'il y a eu trop de spéculation et c'est quelque chose à quoi on va faire face en continu dans ce marché. Il y aura toujours de la spéculation. Lorsqu'il y a un truc qui fonctionne, il y a des spéculateurs qui arrivent dessus, des gens qui n'y connaissent rien, qui commencent à dépenser des sommes astronomiques, qui se font rectes, qui partent, le projet meurt ou potentiellement stagne pendant un petit moment. Et ensuite, on voit s'il y a d'autres choses qui sont prévues potentiellement. Ensuite, on a le gaming en général dans les NFT. Le gaming du Web3. Oula, j'ai réveillé le chien, pardon. Cite-moi un bon jeu Web3. Voilà. On passe à autre chose. Non, alors justement, on en a discuté off caméra, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour développer un jeu, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut des équipes, il faut des idées. Et aujourd'hui, dans la crypto, on veut avoir tout de suite. Et généralement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que justement, il faut pour développer un jeu, pour donner envie de jouer, bah, il faut que tes équipes y bossent pendant des mois et des mois et des mois, voire des années. Et ce qu'il faut comprendre avec ça aussi, c'est que bah, aujourd'hui, lorsque tu décides de lancer un projet crypto, c'est que sûr, tu peux avoir du financement au début, mais ton financement, il doit pouvoir durer sur tout ce temps-là. Et lorsque tu sors un token, bah, et lorsque les gens investissent dans ton token, et que tu mets trop longtemps à produire ton jeu, bah, les gens, ils vont le vendre, ils vont passer à autre chose. C'est une industrie où tout va trop vite, et c'est le point que je maintiens. Je pense que l'un des premiers jeux qui intégrera les NFT, le Web3, les tokens et une économie intra-jeu, ça sera potentiellement un producteur qui est déjà en place. Oui, genre Mais la Steam Marketplace par exemple. Ou Comment ? la Steam Marketplace pour Voilà, Valve, exactement. paraît, Mais le problème avec ça, évident. c'est que la communauté gaming n'est pas forcément pour. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeux développés avec des NFT dedans, c'est du pay to win. Lorsque tu achètes un NFT qui est plus performant que les autres, bah forcément, tu gagnes plus. Et le problème avec les gamers, c'est qu'eux, ils veulent jouer. Donc en fait, on a ce combat des deux communautés. On a fait un live avec Capet là-dessus, on en a parlé. Et justement, dans l'état dans lequel les NFT et le gaming sont aujourd'hui, ce n'est pas compatible. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer, et ça va faire une parfaite transition pour le point d'après, c'est avoir par exemple des badges sous forme de NFT qui te permettent de transposer ces badges d'un jeu à un autre, qui te permettent de maintenir ta réputation d'un jeu à un autre, qui te permettent d'avoir certains avantages sur certaines choses parce que tu as performé dans un jeu. Plus sur les fonctions support du jeu vidéo que sur le développement de jeux vidéo pur et dur. c'est ça qu'on entend dire. Exactement. En fait, avoir ton identité décentralisée, avoir ton nickname ou autre qui pourrait être intéressant. Franchement, pour moi, le metaverse gaming / gaming Web3, on retrouve des choses qu'on retrouvait dans les problématiques des GoFundMe en jeux vidéo. Hein. Tu avais des gens qui levaient 50 fois plus que ce qu'ils avaient espéré et qui délivraient jamais de jeu, quoi, tout simplement. Donc vraiment, on se trouve qu'on retrouve beaucoup de choses et je suis sûr qu'il y a pas mal de mecs qui opéraient dans cet univers des GoFundMe de jeux vidéo qui opèrent aujourd'hui dans le Web3 gaming. Hein. Et je pense qu'on va arriver sur la fin de cet épisode. Cet épisode va être long, mais forcément, c'est un récap. Notre première vidéo, notre premier NFT,
qu'on a Une sorti. heure, je crois. C'était il y a à peu près un an. Ça a duré, il me semble, entre 40 minutes et 1 heure. Et c'était le récap de l'année 2021. Donc si vous voulez regarder ce qui s'est passé en 2021, je vous mets le lien juste ici. Ça va, c'est un lien, c'est pas du montage. Ça ne requiert pas du montage. Et donc, la dernière chose, c'est les DSOC, les réseaux décentralisés, les réseaux sociaux décentralisés. La monétisation du contenu. On peut en parler un tout petit peu, on en a déjà parlé plusieurs fois, on en parle assez souvent. On retrouve les mêmes problèmes. Aujourd'hui, c'est la capacité à accueillir des gens, c'est le problème des frais. Donc tout ça. On a les ENS qui permettent d'avoir une sorte d'identité décentralisée aujourd'hui. Mais globalement, je voulais juste avoir ton avis là-dessus. Et puis après ça, on pourra faire la clôture de cette vidéo. Écoute, moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, quand je veux parler avec des gens en ligne, j'ai WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Twitter, Signal, Discord. À un moment, tu vois, tu sais plus où est-ce que tu parles, à qui, quand, où. Et je pense qu'on a un peu un ras-le-bol de tout ce qu'il y a aujourd'hui et que, bon, le succès des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que tel réseau social a fonctionné par rapport à d'autres? Quels sont leurs modèles? Qu'est-ce qu'ils proposent? On peut même parler de Clubhouse qui a eu, voilà, qui a été au top, puis qui est complètement cassé la gueule en l'espace de 6 mois. Il y avait le Covid, mais il y avait aussi le positionnement un peu exclusif qui s'est perdu après. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que. Aujourd'hui, est-ce que je vais créer un compte? Et je me rappelle, il y avait plein de gens qui étaient des maxi, comment ça s'appelait déjà ce truc? Big Cloud, je crois. Ouais, BitCloud, ouais, également. Qui était, tu vois, qui était le même modèle. On parlait encore de réseaux sociaux. Et dès qu'on parle de réseaux sociaux Web3, je t'avoue que je suis un peu en mode, ok, tu es juste la 150e personne à avoir eu cette idée. Donc, On va mettre Twitter sur la blockchain, Brian. c'est pour ça, c'est révolutionnaire. Si vous êtes la première personne à m'en parler, franchement, donnez-moi, j'investis immédiatement. Franchement, c'est ça, c'est que je dis, quand il y a une idée que tout le monde a eue et qui n'a jamais fonctionné, je me demande peut-être qu'il y a une raison, tu vois, que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas essayer de mettre la blockchain partout. Voilà, aujourd'hui, je ne m'imagine pas rejoindre un compte de réseaux sociaux de Web3. Alors peut-être que pour eux, ça ferait du sens, qu'Invest d'être sur ce genre de plateforme, pour du contenu gaieté, pour des choses peut-être, des méthodes, tu vois, qui oui, sont un peu comme ceux d'OnlyFans ou des choses comme ça. Pourquoi pas? Il y a un modèle qui existe pour ça, qui existe peu, je pense, en médias et en réseaux sociaux, quoi. Après, c'est celui des magazines où tu payes un truc mensuel aussi. Donc, on réinvente un peu la roue, je trouve. Je dis pas qu'un jour ça va pas marcher, mais aujourd'hui, j'ai rien vu qui me faisait dire waouh sur ces initiatives-là. Même sur celle que tu as parlé de Lens, j'entends pas mal parler, je sais pas de quoi il s'agit. Lens, honnêtement. Lenster, c'est quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui vont justement, comme tu as dit dessus, pour publier un peu du contenu un peu plus exclusif, qui est plus réservé aux personnes qui vont vraiment s'investir sur ces plateformes-là. Mais aujourd'hui, personnellement, donc j'ai un profil Lens, mais ce n'est pas un réflexe d'aller dessus. Je ne sais pas si ça le deviendra, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je remarque. En tout cas, je pense qu'il y a des opportunités parce qu'on reparle de la monétisation de contenu pour certains. Ça, ouais, qu'il y a un layer Web3 à mettre dans les réseaux sociaux de la création de contenu, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, il ne faut pas essayer de réinventer ce qu'on a déjà en place. Ouais, il pourrait s'impliquer sur Twitch ou des choses comme ça. Tu sais, j'ai l'impression d'être un boomer quand je dis ça parce que je me dis, il ne faut pas essayer de réinventer ce qui marche déjà. Ouais. Tu vois, mais en réalité, c'est vrai que c'est quand même ça aussi. C'est qu'on essaie de faire des choses et on essaie de mettre la blockchain juste pour mettre la blockchain, qui n'apporte rien de plus. Donc je pense qu'il y a des fonctionnalités à trouver avec des cryptos, avec des NFT, etc. sur ces réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas tant investi que ça par cette idée. Je ne suis pas forcément 100% dedans. Un cas d'usage qui pourrait être marrant, par exemple, c'est un streamer qui aurait une communauté de quelques milliers de personnes, pas plus, qui ferait une sorte d'open edition sur sa commune, tu vois, qui token gaterait son contenu à des gens qui sont sur sa commune. Les mecs vont payer tu vois, $1 par NFT. Il y en a eu, sur une communauté de 10 000, il y en a eu 100 000 mintés par exemple. Et ça permettrait de rétribuer les gens qui sont tes early followers et tes early adopters de ton contenu. Une fois que tu commences à grandir, à toucher une audience plus large, les gens qui ont ton token, c'est tes early adopters et eux vont finalement revendre ça peut-être un peu plus cher qu'ils l'ont acheté. Et ça leur permet d'être rétribués pour leur soutien. Mais pour moi, ça ne pourrait exister que si le mec restait sur Twitch et continuait à opérer sur des plateformes plus grandes et utiliserait ça comme une layer supplémentaire, comme du freemium en fait, d'une certaine manière. Pour moi, là, il y a des cas d'application, mais ça ne nécessite pas une infrastructure différée et unique et machin, puisque
quels que soient les trucs qui vont se développer, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'une GAFA, ils n'ont pas les mêmes moyens que Twitch, que Instagram, Exactement. que Meta. Et donc, ils vont toujours être à la ramasse par rapport à Mm. ces trucs-là. Et je pense pas que la l'IA Web3 soit suffisant pour développer ça. De toute façon, on est dans le challenge de l'adoption. Et on ramène encore les trucs à des exclusivités, etc. Alors que c'est pas là où il faut aller. Je pense que le challenge, c'est essayer de ramener ça un peu plus dans le Web 2 que... Aujourd'hui, on parle toujours de ramener le Web 2 dans le Web 3, mais je pense qu'il serait bien de ramener un peu le Web 3 dans le Web 2 aussi. Totalement, je suis totalement d'accord avec ça. Mm. Pour le coup, je trouve qu'ajouter une petite claque, une petite couche sur le Web 2, ça peut être bien, mais essayer de tout transposer dans le Web 3, pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai pas envie de parler d'investir dans les influenceurs. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de plateformes qui disent « Ah, vous pouvez investir dans votre personnalité, vous pouvez investir dans mon succès, vous pouvez investir dans ma carrière. » Déjà, de 1, tu vas jamais partager les profits avec eux. De 2, ils s'en foutent de toi. De 3, ils possèdent généralement entre 20 et 50% de ces tokens. Ça veut dire qu'ils les dumpt sur toi et que tu lui donnes de l'argent gratuitement. Voilà, on est bon. Une vision cynique de boomer. Hein. Non mais, je suis d'accord. Bon, est-ce qu'on peut se dire 2023, l'année du Web 3 ? D'accord, très bien. Je pense pas. C'est une belle conclusion, mais c'est pas grave. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des belles initiatives qui vont se développer. Je pense qu'on a éliminé un peu tous ceux qui étaient là pour justement, ah ouais, on est 100% Web3, on va en mettre partout, on va tout révolutionner. Je pense que ça a été mis de côté. Aujourd'hui, on a des choses qui se développent, qui sont assez belles. On va avoir des ZK Rollup qui vont sortir cette année, qui vont avoir une belle utilité. On a de plus en plus de Layer 2, on a de nouvelles L1, notamment Celestia qui vont sortir, qui vont avoir une application justement pour les NFT, pour la data, pour tout ça. Donc, ce sont des choses intéressantes qu'il faudra observer. On fera un épisode sur les Open Edition juste après, qui paraîtra beaucoup plus tard dans votre feed malheureusement parce que le montage ça prend du temps et on a d'autres contenus à vous proposer. Et quand on fait des vidéos d'1 heure, Et quand on fait des vidéos d'1 heure et que le montage prend à peu près 7 à 8 heures, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, je pense que l'année 2022 a été, on va le dire, a été mauvaise pour les NFT Mauvaise, et la mais pas crypto en si général. pire. Voilà, pas si horrible que ça. Mais je pense que 2023, on va avoir de nouvelles initiatives, des artistes et des projets potentiellement qui sont plus promoteurs que ceux qui étaient en 2022. Parce que j'ai tendance à voir 2022 un peu comme ce qu'on n'a pas sorti en 2021, mais vas-y, on le balance, dans tous les cas, on s'en fout. Globalement, c'est ça. un peu Parce que ça, l'année ouais. 2021 a été incroyable pour les NFT. Et puis 2024, tout dépendra du marché. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Je pense que 2023 rythmera 2024. Ah bah c'est clair, de toute façon, il y a tellement de macroéconomie impliquée là-dedans, mais Exactement. on Mais peut espérer qu'elle soit meilleure que celle de 2022 en tout cas, je Mm. pense. raisonnablement. Ouais, voilà, raisonnablement. Voilà. Disons ça comme ça. Mais en tout cas, cet épisode, c'était très cool. C'est des épisodes longs parce qu'on parle de beaucoup de sujets, de tout ce qui s'est passé en une année quand même. C'est pas facile. On a été accompagné par ton chien Absolument, avec le nous. petit Je sais pas, Louchon, est-ce qu'on le voit sur la caméra? Oui, et il s'est mis dans la cheminée. Ah ouais, c'était. C'est un j'ai hot un peu dog, paniqué. mais vous en faites pas, ils ont chaud, mais il n'y a pas de problème, on ne maltraite pas les animaux ici, vous en faites pas, tout va bien. Mais, Mais en ouais. tout cas, merci Brian, Ouais, une je fois t'en de prie, plus. Arsène. Merci pour ton accueil chez toi. En plus de ça, du coup, abonnez-vous une fois de plus, partagez cette vidéo, likez, suivez-nous sur les autres réseaux. Suivez Brian, qui est un génie des NFT et de l'art. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao. Merci.